Allez, 19h33, Jackie Isabello, Frédéric Farah, Guillaume Duval avec nous jusqu'à 20h sur BFM Business. Donc on voulait dire un mot effectivement de ce sommet franco-britannique qui est en train de se refermer avec de grandes annonces, notamment le fait que les deux pays vont renforcer leur alliance militaire sur le plan du nucléaire. Ils ont signé une déclaration qui stipule clairement que leurs moyens nucléaires respectifs pourront être désormais coordonnés. Écoutez Emmanuel Macron, c'était tout à l'heure, du côté de Londres, bien sûr. Nous avons pris 3 décisions importantes. La première concerne notre doctrine. Nous reconnaissons que nous n'imaginons pas de situation de menace extrême à l'Europe qui ne susciterait pas une rapide réponse de notre part, quelle que soit la nature de cette réponse. La deuxième décision est que nous n'excluons pas la coordination de nos dissuasions respectives. La troisième, c'est le choix d'approfondir encore notre coopération dans le domaine de la dissuasion, que ce soit pour la politique, les capacités ou les opérations. Voilà, Emmanuel Macron. Donc cette déclaration signée sur la base militaire de Northwood, près de Londres. Je cite Keir Starmer. Dès aujourd'hui, nos adversaires savent que toute menace extrême contre ce continent, l'Europe, entraînerait une réponse de nos deux nations. C'est quand même un événement, Jackie Isabello. Enfin, je veux dire, c'est un game changer, je ne sais pas. Mais un précédent, puisqu'en 2010, la France et la Grande-Bretagne ont signé les accords de Lancaster. Ouais. Donc, cette notion de convergence pas aussi poussée que celle-là de nos forces nucléaires est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais effectivement, pour des pays qui ne font plus partie maintenant de la zone économique, on sait que Keir Starmer, lui, était un fervent opposant au Brexit. C'est un bon moyen. Lorsqu'on aborde la sécurité, lorsqu'on aborde les peurs, lorsqu'on aborde l'impératif nécessité de défendre cet espace qu'on chérit aussi, même si on le critique beaucoup, qui s'appelle l'Europe, eh bien, passer par ça, c'est plutôt intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que derrière le partenaire naturel, qui lui, auparavant, était effrayé, un peu comme l'étaient les Japonais, c'est-à-dire les Allemands, sur ce dossier-là, lui redevient assez favorable à cette énergie qu'on a pas mal conspuée. Donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, et d'autant plus qu'on a quand même un peu du mal à se mettre d'accord avec notre petit copain d'outre-Atlantique sur ces sujets de défense et de dissuasion. Frédéric Farah. La question que je me pose, c'est comment on organise ce type de coopération bilatérale avec de l'autre côté l'ambition de faire une défense européenne. C'est-à-dire comment Emmanuel Macron, puisque le Premier ministre britannique n'est plus dans l'Union européenne, comment on peut à la fois faire deux États qui vont essayer de mettre en commun. Alors en plus, c'est curieux quand on écoute Emmanuel Macron, la formulation n'est pas positive, elle est négative. Nous n'excluons pas. Nous n'excluons pas. Starmer a été beaucoup plus catégorique. Voilà, c'est-à-dire que c'est intéressant la manière dont les mots sont dits. C'est pas dit positivement, c'est dit nous n'excluons pas. Donc ça, c'est comment Emmanuel Macron, qui de l'autre côté souhaite une Europe de la défense, on le voit avec la question ukrainienne, comment c'est posé aux Européens. Et là maintenant, sur la question du nucléaire, mais cette fois-ci militaire, on va essayer d'imaginer aussi une coopération avec la Grande-Bretagne. Alors ça, c'est un. Et puis deux, alors c'est assez singulier parce qu'il faut quand même pas oublier que dans l'histoire française de la dissuasion, ça a été de fabriquer des missiles, que ça soit au sol, que ça soit de croisière, que ça soit sous-marin, qui soient des missiles français. Oui. Or, les Britanniques, leur arsenal nucléaire est l'enfant de production américaine. Absolument. Donc, sachant en plus comment M. Trump se comporte avec les Européens les uns les autres, comment on va articuler tout ça, ça aussi c'est une autre question. Ça suffit des questions. Guillaume Duval, l'OTAN. Oui, je vais répondre sur les deux points à Frédéric. Le premier point, c'est que l'Europe de la défense se fera très probablement en dehors du cadre de l'Union européenne. Il faudra évidemment qu'elle inclue des pays qui sont en dehors de l'Union aujourd'hui, comme la Norvège, comme le Royaume-Uni et peut-être aussi la Turquie. Donc c'est forcément quelque chose qui sera plus large que l'Union européenne si ça doit exister un jour. Et d'autre part, il est probable que ça n'inclura pas tous les pays de l'Union européenne, en tout cas tant que la Hongrie restera ce qu'elle est, il vaudra mieux s'en passer. Donc ça, c'est un pas dans un sens qui me paraît aller dans le sens de l'histoire. La deuxième raison, la deuxième chose qui est très importante, c'est ce que tu as dit sur le fait que pour aujourd'hui, la dissuasion britannique n'était pas indépendante des États-Unis. Ce serait effectivement très positif que la France permette au Royaume-Uni
Royaume-Uni de s'émanciper désormais d'une dissuasion qui soit indépendante des États-Unis. Donc à ce niveau-là, si c'est ce qui était sous-entendu par ce discours, je considère que c'est un point très important pour la défense, pour l'avenir de la défense européenne. Et j'ajouterais que derrière tout ça, il y a des questions de sous. Qui joue un rôle majeur dans le contexte qu'on a évoqué précédemment. Je ne suis absolument pas convaincu qu'on ait besoin de dépenser 5% du PIB pour avoir une défense européenne qui tienne la route, mais il y a une chose dont je suis absolument sûr par contre, c'est qu'on a besoin de mieux la coordonner, d'avoir moins de doublons, et si ça peut permettre d'aller dans ce sens-là sur la dissuasion nucléaire française, tant mieux. Nous avons des soucis. On dise un mot de l'Allemagne après, parce qu'il y a un sujet... Oui, allez-y. L'exercice très intéressant, c'est aussi l'exercice de communication. Frédéric soulignait tout à l'heure la forme rhétorique qu'a utilisée Emmanuel Macron. Oui. Nous, c'est l'indépendance. On fait tout seul, on est autonome, on se projette, on ne tombe pas sous le coup de la réglementation américaine, justement, de contrôle de certains dispositifs d'armement. Ce qui n'est pas le cas des Britanniques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la situation de défiance qui s'est installée avec les États-Unis, il faut que la France récupère les Britanniques, mais surtout, il faut qu'elle passe des messages à tous ceux qui continuent d'acheter des armes aux États-Unis et ceux qui continuent d'acheter des avions qui, eux, peuvent emmener l'arme nucléaire. Et ça, c'est un enjeu intéressant, d'où la posture de Macron qui est quand même d'être très mesuré et d'utiliser la formule rhétorique adéquate. L'Allemagne continue d'acheter du matériel. L'Allemagne continue d'acheter l'Allemagne, la Pologne, exactement, la Pologne, même les Suisses, enfin ils sont là, ils achètent. Les Suisses aussi, on en parle. Ils vont quand même pas se défendre tout seuls, les Suisses, si jamais il y avait un problème. Bon, même s'ils sont toujours un peu neutres. Mais l'autre annonce du jour, c'est cet investissement des Anglais qui vont remettre 163 millions dans Eutelsat, vous savez, champion français du satellite. Bon, en fait, ils étaient déjà actionnaires à 10%. Il va y avoir une augmentation de capital. Donc il fallait qu'ils le remettent au pot finalement pour rester à 10%, pour ne pas être dilué. C'est quand même une belle réussite de voir les Anglais embarquer dans ce projet Eutelsat qui est littéralement couvé par la France, littéralement couvé par Paris. Voilà, c'est un élément de souveraineté. Comment vous regardez ça, vous, personnellement ? Oui, mais enfin, en fait, c'est toujours la même. Moi, c'est toujours ça qui m'embête parce que à quel niveau on raisonne. Je trouve que ça fait cosmétique. Oui, alors ça fait cosmétique, ça, je suis d'accord, mais pas simplement. Je me dis, mais comment doit-on raisonner aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit dire Cocorico, c'est super, c'est un projet français, ou est-ce qu'on doit désormais raisonner en se disant, avec les hauts et les bas, en européen ? Non, je sais pas. Faudrait raisonner en européen. C'est-à-dire quel est le bon raisonnement ? Parce que on nous explique d'un côté que l'Union européenne c'est notre avenir, que ce soit politique, militaire et autres, et en même temps on est à couteau tiré les uns avec les autres, où on va dire bon bah finalement c'est un projet français, tant mieux. Alors, bon, moi je trouve que c'est cosmétique, mais aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, c'est de savoir est-ce que dans le domaine militaire, télécommunications, autre chose, est-ce qu'on peut aujourd'hui, vu la situation mondiale, dégager quelque chose qui ressemblerait à l'intérêt européen avant toute chose ? Le spatial, c'est un sujet majeur aujourd'hui, à la fois pour la défense, mais aussi pour l'économie. Et c'est vrai que c'est un domaine où l'Europe avait une certaine avance à travers l'ESA, une certaine forme de coordination. C'était un peu une des exceptions avec Airbus où on avait réussi à s'entendre pour faire des choses ensemble. On a pris un retard considérable à nouveau au cours des 10 dernières années, en particulier par rapport aux Américains. Alors, on verra ce que SpaceX devient avec les aventures d'Elon Musk et de Trump. Mais on a pris à nouveau un retard considérable. Il faut qu'on investisse beaucoup pour le rattraper, en particulier à court terme pour pouvoir aider l'Ukraine en se passant des Américains. Mais au-delà de ça, c'est un enjeu considérable pour toute l'économie et toute la défense européenne. Et pour l'instant, on est très mal parti malgré tout, notamment au niveau budgétaire. Moi, je rejoins complètement Guillaume, c'est essentiel. Et encore une fois, le message de dire, et les deux présidents sont impliqués là-dedans, c'est que le Brexit, c'était une connerie. Je veux dire, il faut que même les citoyens britanniques, moi j'étais plus qu'un farouche opposant. Quand j'entendais Mark Roche, ce grand journaliste, nous expliquer que le Brexit, c'était un bienfait pour le territoire britannique, je m'en mordais la langue. C'est un moyen aussi d'expliquer aux citoyens britanniques, dans ce contexte, on a besoin d'assurer notre sécurité, qu'on est lié les Anglais, les Allemands, les Français sur des choses qui seront très tangibles et en portant un projet qui est clairement
clairement en concurrence avec Starlink et puis aussi avec le projet de Bezos. Parce Seule que alternative Bezos de Starlink, a Bezos aussi aussi l'ambition de porter un projet. Absolument. Il n'a pas qu'un peu d'argent. Donc ça, c'est un point important. Voilà, Guillaume a tout dit, je le rejoins, mais aussi pour retourner cette situation d'un Brexit qui s'est imposé dans des conditions qu'on connaît, insupportables. Et Starmer, effectivement... Non, mais pour faire juste écho à ce que disait Guillaume, sur le fait qu'on ait pris du retard, là-dessus, le rapport Draghi était d'une clarté absolue. Le sous-investissement européen, le sous-investissement public européen de ces 10-15 dernières années, le fait qu'on ait payé une politique en Europe, moins en France, mais en Europe d'austérité, a coûté très très cher en termes d'investissement. Et là-dessus, bon, après, on peut ne pas être d'accord sur les préconisations, les orientations du rapport Draghi, mais le bilan qu'il en fait, je veux dire, devrait amener les Européens à réfléchir, vraiment.